Bien, bonjour. Finalement donc, la science est peut-être avant tout une sorte de porosité à l'autre. Je veux dire par là que si la science ne jouit d'aucun primat quant à la vérité en elle-même, elle participe même vraisemblablement, à mon sens, à sa déconstruction, si l'on est honnête, il n'en demeure pas moins qu'elle ne dit évidemment pas n'importe quoi. Dans le vocabulaire de Nelson Goodman, que j'évoquais à plusieurs reprises, je vous le rappelle, ce philosophe analytique américain, pour qui nous construisons des mondes grâce à nos systèmes symboliques, la science serait un monde correct. Et ça n'est déjà pas rien, loin s'en faut. Naturellement, il est possible de récuser ce monde. On peut, en principe, se passer de la science. Il est autorisé de choisir des critères de rectitude qui exclut la science. Elle n'est pas, me semble-t-il, le réel en lui-même. Mais si on le fait, il faut être alors conscient de ce que l'on perd. Et je pense que l'on opérerait, en s'extrayant du geste scientifique de manière radicale, une sorte de renarcissisation du réel. Parce que, voyez-vous, la science est bien sûr toujours faite par les hommes, mais elle tente, désespérément parfois, de toucher un ailleurs. Bien sûr, les autres postures intellectuelles, infiniment respectables, elles aussi, constituent parfois d'autres mondes corrects, au sens de Goodman, non moins formidables, non moins magiques, non moins merveilleux ou miraculeux. Il n'en demeure pas moins que peut-être elles sont avant tout des discussions de l'humain avec l'humain. La science, c'est aussi cette velléité fondamentale à tenter, sachant que c'est en toute rigueur impossible, de toucher un ailleurs. D'ailleurs, les neurosciences, dont il faut user avec parcimonie, à mon sens, montrent ça précisément. Beaucoup de fondamentaux de nos constructions se retrouvent dans différentes cultures comme une projection fantasmatique de ce que nous sommes ou de ce que nous craignons. Peut-être en partie, seulement en partie, la science échappe-t-elle un peu à ce tropisme. Elle est un effort, presque pathétique parfois, reconnaissons-le, pour tenter de lire le monde à travers un autre prisme que celui des éléments que nous y avons nous-mêmes instillés. Bon, ça a vertu ontologique, mais ça a aussi vertu pragmatique, presque praxéologique. Vous voyez bien que face à la métacrise écologique que nous traversons et qui ne fait absolument plus question du point de vue scientifique, tant les preuves s'amoncellent de tous les côtés, que fondamentalement ce qui est en jeu pour en sortir, ce n'est évidemment pas une trouvaille technique, c'est un non-sens absolu. C'est augmenter les doses d'alcool pour un malade qui est en cirrhose du foie, c'est problématique. Et c'est d'autant plus un non-sens que la question n'est pas de prolonger l'espérance de vie ou de maintenir l'espérance de vie en remplaçant les forêts par des absorbeurs de CO2. La question est de savoir le monde dans lequel nous souhaitons vivre. Ce n'est pas tout à fait un détail, n'est-ce pas? Et de toute façon, même d'un point de vue très bassement matériel, vous savez que l'effet rebond est tel que presque toujours une nouvelle technologie qui abaisse la consommation, in fine, l'augmente. Il l'augmente puisque la surexploitation qui est alors associée au gain surcompense la petite sous-consommation qui provenait de l'innovation technologique. Donc on est dans une spirale dont il n'est vraisemblablement pas scientifiquement possible de sortir. Mais pourtant, disais-je, le défi ici, c'est quoi finalement? C'est de comprendre que l'erreur cardinale a vraisemblablement consisté à confondre la nature, au sens XVIIIe siècle, au sens honorable de ce mot, avec une ressource. Voilà l'erreur. C'est une erreur éthique fondamentale, bien évidemment, d'avoir cru que toute la vie non humaine et pendant une large partie de notre histoire, et peut-être encore un peu aujourd'hui, la vie humaine altère, était sans valeur, sans signification, sans puissance d'être indépendamment de ce qu'elle nous rapportait, mais c'était aussi une valeur
et une erreur, pardon, économique. C'est pas seulement une faute, bien sûr, du point de vue moral, comme l'oppression des femmes, comme l'oppression des peuples colonisés, comme maintenant l'oppression des animaux, mais c'est aussi une erreur économique, même d'un point de vue purement mercantile, si vous voulez, et indépendamment de la dimension qui est fondamentalement éthique, bien sûr, de ce problème, et fondamentalement écologique, au sens large du terme, et pas seulement au sens contemporain du terme, il y a aussi une erreur économique, celle qui a voulu qu'on ne donne aucune valeur aux ressources. Ça, c'est une convention économique, comme l'explique très bien Jean Covici, par exemple, qui est tout à fait sidérante. Quand vous achetez une boîte de sardines, outre le problème de ces pauvres sardines, qui sont généralement mortes dans des conditions abominables, de poumons qui éclatent, d'œsophage qui ressort par la bouche, des yeux exorbités, alors même qu'on pourrait vivre sans, mais ça c'est une autre question. Indépendamment donc, disais-je, de ce qu'ont enduré ces pauvres sardines, vous ne payez pas les sardines. Vous ne payez pas non plus le pétrole du bateau d'ailleurs. Vous payez le raffinage du pétrole. Vous payez le pêcheur qui est allé chercher les sardines, mais on ne paye pas les sardines. On ne paye pas le pétrole. Personne ne paye la terre pour extraire du pétrole. On se vend le pétrole entre nous, mais le pétrole lui-même, on ne le paye pas. On ne paye pas l'acier avec lequel est fait le bateau. On paye les laminoirs qui ont permis de faire un acier utilisable. On ne paye pas l'acier. Et vous voyez que ça, indépendamment, je le dis une dernière fois, des immenses problèmes de rapport au monde que ça pose, qui sont les plus gros problèmes, bien sûr, d'incompréhension de l'altérité et de mépris de l'ailleurs. Mais du point de vue strictement économique, c'est un raisonnement qui est tenable, ça, dans un monde aux ressources infinies. Mais dans un monde aux ressources finies, c'est-à-dire le nôtre, croire que les ressources n'ont aucune valeur, c'est littéralement une folie. Voilà, c'est pas un parti pris de gauche, de droite, libéral, communiste. Non, c'est une bêtise. C'est une incompréhension du problème. Et là, on est aujourd'hui en train de commencer à comprendre qu'en fait, les ressources ont une valeur. Pourquoi? Parce que, par exemple, la production de pétrole commence à baisser. Le pétrole conventionnel a déjà baissé, les gaz de schiste n'ont pas l'air de se porter très bien, ils sont peu rentables, et donc par conséquent, on commence à voir effectivement une récession apparaître. Ce qui est presque une bonne nouvelle du point de vue écologique, mais hélas, elle aura des dégâts sociaux considérables, et surtout les échelles de temps ne sont pas les bonnes. Mais vous voyez, avoir oublié que les ressources, et j'insiste, moi je pense qu'il ne faut pas les voir que comme des ressources. Le pétrole peut-être que oui, bien sûr, mais pas les sardines, ce sont des êtres vivants sensibles. Mais prenons le point de vue à dessein cynique. Même en tant que simple ressource, c'est un non-sens que de ne pas leur attribuer de valeur parce qu'elles commencent à se tarir. Vous savez qu'il y a aujourd'hui des populations entières de poissons qui ont disparu. Vous savez qu'à certaines épaisseurs maritimes, on a élagué 88% des espèces vivantes existantes. Donc nous sommes dans une situation, bien sûr, de carence annoncée et déjà effective dans de nombreux domaines. Bon, vous savez que la Terre, par exemple, ne compte plus que 45% des arbres qu'elle comptait avant le début de l'agriculture. Enfin, l'effondrement des ressources, même si, pour la dernière fois, je pense qu'il ne faut surtout pas les voir que comme des ressources, est drastique. Et là, on va commencer à se rendre compte qu'en fait, elles avaient un prix, même dans une logique purement mercantile, et qu'il y avait une erreur de raisonnement. Parce qu'on transforme en réalité ces ressources en des produits qui ont beaucoup moins de valeur. Et on appelle ça croissance. Là, jusqu'à la crise du Covid-19, les économistes croient que nous sommes en croissance depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais comment voulez-vous appeler croissance un système économique dans lequel vous bousillez votre capital de départ? C'est très étonnant, indépendamment de toute considération écologique, indépendamment de tout amour de la vie, qu'il faudrait pourtant réapprendre, me semble-t-il, à déployer. Nous sommes en train de détruire notre capital de départ pour construire des objets qui ont en fait une valeur ajoutée négligeable. C'est très très curieux d'avoir inventé une manière de compter qui assimile cela à une croissance. Je vous invite à consulter par exemple les cours de Jean Covici sur cette question-là. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit d'ailleurs, mais c'est pas grave. C'est intéressant, c'est un ingénieur polytechnicien qui réfléchit sur l'articulation de l'utilisation des ressources, les problèmes énergétiques, les problèmes économiques et bien sûr le désastre écologique. C'est pas du tout un doudingue, c'est pas un rêveur. C'est quelqu'un qui a simplement envie que sa fille puisse vivre. Et il se rend compte que ça ne peut pas durer très longtemps sur la trajectoire actuelle. En fait, tous ceux qui ont réfléchi à la question le savent. Mais je trouve intéressant, si vous voulez, de prendre aussi le point de vue, pas seulement de l'irrespect drastique qui fut fait à la vie, mais aussi le point de vue strictement de l'aberration économique de notre manière de compter qui nous a bernés. Voilà. Peut-être pas tous,
mais en tout cas une bonne partie d'entre nous. Donc la science, au-delà de cette digression, je crois que c'est une désanthropocentrisation du réel. Et ça, c'est magnifique. Et c'est très dur, ou en tous les cas très dommage, de renoncer à cela. Prenons l'exemple des aspects du ciel. Vous savez, n'est-ce pas, que nos yeux ne voient qu'une part infime des ondes électromagnétiques, c'est-à-dire de la lumière. Nous ne voyons qu'une très petite gamme de longueurs d'onde. Nous sommes finalement plongés dans une cécité radicale, puisque l'immense majorité des rayonnements qui parcourent l'espace ne nous sont pas directement accessibles. Et l'aspect du ciel serait très différent si on le regardait autrement. Avec des yeux sensibles aux ondes radio, nous pourrions voir la structure filamentaire du gaz de galaxies à grande échelle. Avec des yeux sensibles aux micro-ondes, nous pourrions voir la lumière relique du Big Bang, ce qu'on appelle le rayonnement fossile à 3 degrés Kelvin. Avec des yeux sensibles aux infrarouges, nous pourrions voir les disques d'accrétion protoplanétaires. Avec des yeux sensibles aux ultraviolets, nous verrions les raies du deutérium. Avec des yeux sensibles aux rayons X, nous verrions les processus thermiques les plus extrêmes de l'univers. Avec des yeux sensibles aux rayons gamma, nous pourrions observer les noyaux actifs de galaxies ou les pulsars. Peu importe cette énumération, à dessein, je ne définis pas précisément mes termes. Ce que je veux que vous voyez, c'est l'incroyable diversité du ciel, ou peut-être faudrait-il ici dire des cieux, dès lors qu'il est scruté à d'autres énergies, d'autres longueurs d'onde, d'autres fréquences que celles auxquelles nos yeux sont sensibles. Et tous ces visages de l'univers sont évidemment aussi vrais les uns que les autres, aussi véridiques, aussi réels, aussi ontologiquement dignes. Autrement dit, ce à quoi nous n'avons pas accès, simplement parce que l'évolution darwinienne a fait que nos détecteurs naturels, nos yeux, sont adaptés à la lumière émise par notre étoile, le Soleil, donc tout ce à quoi ces détecteurs ne nous permettent pas d'accéder, n'en demeure pas moins tout aussi réel que l'infime fraction du monde à laquelle nous pouvons, par nos yeux, accéder. Et ça, c'est exactement ce que permet la science. Je crois que le premier geste de l'astronome, c'est précisément d'essayer de nous montrer, de se montrer, de découvrir les autres visages d'un même réel. Il n'y a pas d'aspect du ciel unique. Il y a des aspects qui tous recèlent et révèlent des processus physiques différents, qui tous sont authentiques et qui, là encore, sont dans une large part irréductibles les uns aux autres, précisément parce que les processus que vous observez en rayon gamma ne sont généralement pas les mêmes que ceux que vous observez dans les ondes radio. Donc vous ne pouvez pas en fait dessiner la vraie carte du ciel. Nous ouvrons aujourd'hui par exemple l'astronomie neutrino, qui permet d'utiliser, comme je l'évoquais dans un cours précédent, ces particules sans masse ou presque, qui traversent la matière comme du beurre, de façon à découvrir un autre visage du cosmos qui sera vraisemblablement incommensurable avec ceux que nous avons d'ores et déjà découverts du point de vue des ondes électromagnétiques. Nous ouvrons également une autre porte avec les ondes gravitationnelles. En devenant sensibles aux vibrations de l'espace-temps, nous allons vraisemblablement établir une autre carte du cosmos, qui sera tout aussi réelle, mais différente de celle pointée, celle au pluriel, pointée par l'électromagnétisme. Donc vous voyez, le cœur quand même de la démarche, c'est d'essayer d'outrepasser, j'allais dire notre finitude, ça serait un peu orgueilleux de vouloir dépasser sa finitude, mais en tous les cas de composer avec notre finitude pour créer des ponts. Il n'y a pas de pont, disait Deleuze, il n'y a que le saut. Alors créer des sauts vers ces tentatives de nébuleuses d'altérité qui nous entourent. Mon ami, le génial physicien Carlo Rovelli, inventeur de la gravité quantique à boucle, et de beaucoup d'autres choses d'ailleurs en relativité générale et physique quantique et physique statistique, considère que la science, je le cite, c'est un peu d'air frais qui entre dans la maison. Bon, j'aime bien cette image, je crois que c'est vrai. La science, c'est effectivement un peu d'air frais qui entre enfin dans la maison. Il n'est plus seulement question de nous émerveiller devant nos propres créations. Il est sain, voire salutaire, me semble-t-il, de rappeler cela. Mais il ne faut pas oublier en parallèle que cette mise en rapport avec l'ailleurs, avec l'or, se fait aussi toujours par le biais de ce que nous sommes.
Autrement dit, et si l'on voulait jouer à le critiquer, bien sûr, c'est un peu d'air frais qui entre dans la maison. Mais qu'est-ce que cet air frais? Est-ce que cet air frais est une chaîne référentielle symbolique qui évoque pour nous une balade d'enfance dans la forêt? Est-ce une myriade de molécules qui viennent se heurter à notre peau? Est-ce une fonction d'onde quantique complexe, donnant lieu à des observables partiellement déterministes? Est-ce l'incoatif d'une inspiration à venir, inspiration que je peine à prendre, mais je crois une fois de plus que je suis juste enroué? Est-ce la résultante de mouvements atmosphériques, turbulents et chaotiques? Est-ce peut-être une forme spectrale qui résonne avec nos angoisses? Je crois que c'est un peu tout cela à la fois et plus encore. Et donc, la science, c'est un des rouages qui fait monde, mais cet air qu'elle nous apporte est lui-même contextuellement défini. La science, c'est vrai, est souvent assez arrogante dans ses enjeux et parfois même dans ses conclusions. Mais je crois qu'elle est fondamentalement modeste dans ses moyens et ses méthodes. Elle est une louable tentative d'accéder au non-humain du réel. Elle est d'ailleurs aussi toujours consciente, ou en tout cas elle devrait l'être, de ses limites. Limites qui sont omniprésentes, incontestablement omniprésentes. Elle intègre sa finitude. Et c'est de cette manière qu'elle peut espérer jouer avec l'illimité. Soyons honnêtes, la situation est parfois complexe. Je crois qu'il ne faut pas chercher à enfermer la science dans une vision linéaire et parfaitement univoque du réel. Regardez par exemple le cas de la théorie des cordes. Voilà, c'est un cas d'école sur lequel j'aimerais m'appesantir quelques instants. La théorie des cordes est un des modèles les plus développés de tentative d'unification du réel au sein d'une sorte de métathéorie qui rend compte à la fois de toutes les particules et de toutes les interactions. On suppose que les entités élémentaires ne seraient alors plus des petites billes, comme on le fait généralement, mais plutôt des élastiques quantiques, ce que la tradition retiendra donc comme des cordes. Et si vous voulez, de la même manière que, suivant la position des doigts sur le manche, une corde de violon peut engendrer toutes les notes de la gamme chromatique, eh bien, ces cordes élémentaires, suivant la manière dont elles vibrent, peuvent donner lieu à toutes les particules pseudo-élémentaires que nous connaissons aujourd'hui. Par exemple, il y aura une façon de vibrer qui correspondrait à un électron, une façon de vibrer qui correspondrait à un photon, et ainsi de suite. C'est donc une très belle théorie unificatrice qui, au-delà de son élégance, a aussi le mérite fondamental, et c'est d'ailleurs ce qui au départ l'a rendu populaire chez les physiciens, de résoudre des problèmes très concrets, et en particulier des problèmes de divergence, c'est-à-dire des séries, des sommes, comme ça, des additions si vous voulez, qui sont habituellement infinies. Et ça bien sûr c'est pas bon du tout d'avoir une addition infinie parce qu'on ne peut plus faire le moindre calcul. Eh bien ces sommes infinies deviennent finies avec la théorie des cordes, ce qui est bien sûr une vertu fondamentale et ce qui bien sûr lui donne une capacité prédictive, une légitimité ontologique absolument extraordinaire, puisque d'un seul coup, l'infini disparaît et on se trouve à nouveau en présence d'entités calculables. Tout va pour le mieux. Et donc, la démarche usuelle consisterait à ce stade à tenter de mettre à l'épreuve cette théorie des cordes dans une approche de type poppérienne. Bon, comme je vous l'ai dit, je ne fais pas de topo sur Karl Popper, né au début du XXe siècle, mort à la fin du XXe siècle. Je pense que c'est le seul épistémologue que vous connaissez déjà très bien. Le cœur, bien sûr, de sa pensée, en tous les cas, tel que la tradition le retient, c'est le critère de falsifiabilité. La scientificité d'une théorie n'est plus établie sur le fait qu'on puisse la prouver, puisqu'on ne le peut pas. Je vous ai réexpliqué pourquoi il y a quelques jours. On ne le peut pas parce qu'il faudra une infinité d'expériences, il faudrait une précision infinie, il faudrait anticiper sur l'avenir. Et de toute façon, on ne le peut pas parce que toutes les théories sont fausses. Les théories sont
des propositions à un instant donné de l'histoire. En revanche, dit Popper, on peut montrer qu'une théorie, non pas est vraie, mais est inexacte, est insatisfaisante à cet instant de l'histoire, c'est-à-dire la falsifier. Une théorie scientifique est falsifiable. Je crois qu'il donne l'exemple des cygnes. Je parle des oiseaux, hein, c'est de l'ornithologie, pas de la sémiotique. Et il dit la proposition tous les signes sont blancs est scientifique. Parce que si vous trouvez un seul signe noir, vous avez falsifié, invalidé la théorie qui dit que tous les signes sont blancs. A contrario, la proposition Dieu existe n'est pas scientifique, ça ne veut pas dire qu'elle est fausse, comprenons-nous bien, elle n'est pas scientifique parce que vous ne pouvez pas apporter une preuve de l'inexistence de Dieu. Bon, donc Popper, c'est quand même un monument hein, de la philosophie des sciences. C'est un penseur qui est très subtil, beaucoup plus subtil que la vision caricaturale dont se sont emparés certains de ceux qui s'en réclament, sans l'avoir véritablement lu ni compris. Donc je vous invite à le lire et à le comprendre. C'est aussi un penseur très anti-relativiste, à mon avis, comme c'est encore aujourd'hui dans l'air du temps, et pour de mauvaises raisons, mais ça aussi, je vous invite à y réfléchir. Bon, il avait aussi cette croyance, comme ça, en un progrès inexorable, avec une certaine défiance hein, de sa part envers les intellectuels qui considéraient que peut-être le progrès n'était pas forcément un progrès de tous les points de vue. Il n'aimait pas du tout les musiciens de son temps, il détestait Schoenberg, qu'il a un peu connu, je crois, il n'aimait que la musique très, très classique, il s'insurgeait contre les pseudosciences telles que le marxisme et la psychanalyse. Bon, c'est un personnage complexe, dont je crois qu'une partie de l'héritage mériterait d'être déconstruit, mais en tout cas, c'est évidemment un point de repère fondamental de l'histoire de la philosophie des sciences. Donc, cette théorie des cordes, puisqu'elle est si attrayante, la question qui se pose bien sûr, c'est est-elle falsifiable? Autrement dit, est-elle scientifique? Alors parfois, les opposants de la théorie des cordes disent qu'il n'en est rien. C'est faux, c'est faux. Et je vais, par jeu, faire une petite exposition à charge. D'abord, la théorie des cordes a cette extraordinaire vertu de prédire le nombre de dimensions de l'espace-temps. Ça, c'est formidable. Parce que le reste de la physique ne prédit pas le nombre de dimensions de l'espace-temps. C'est-à-dire que quand vous écrivez la loi de Newton, vous pouvez l'écrire à 3 dimensions d'espace et une de temps, c'est le monde dans lequel on vit, mais vous pouvez aussi l'écrire avec d'autres nombres de dimensions d'espace et de temps. Quand vous écrivez les équations de Maxwell de l'électromagnétisme, vous pouvez là aussi les écrire dans le monde qu'on connaît, avec 3 dimensions d'espace, x, y, z et une dimension de temps, mais vous pouvez les écrire pour un nombre différent de dimensions. La théorie des cordes, elle, a cette magnifique particularité de prédire le nombre de dimensions. C'est plus arbitraire, c'est non pas un input, si vous voulez, mais un output de la théorie. Alors ça, c'est magnifique. Mais le petit problème, c'est que le nombre de dimensions prédit n'est pas le bon. La théorie des cordes prédit 10 ou 11 dimensions d'espace-temps. Donc, la théorie des cordes est falsifiée. Voilà, c'est très clair. Elle prédit un nombre de dimensions. Le nombre de dimensions n'est pas celui du monde réel, donc la théorie est fausse. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Depuis près de 50 ans, les gens travaillent sur la théorie des cordes et ils travaillent toujours sur la théorie des cordes. Pourquoi? Parce que les théoriciens des cordes ont considéré qu'en fait, ce n'est pas la théorie qui est fausse, c'est le monde qui est faux. Bon, je plaisante un peu en le disant comme ça. En fait, ils ont considéré que ces dimensions supplémentaires, vraisemblablement, existaient, réellement, mais étaient invisibles. Parce qu'elles étaient extrêmement petites et compactes, c'est-à-dire recourbées, recroquevillées sur elles-mêmes. Et en effet, si à chaque point de l'espace usuel, vous avez 6 ou 7 dimensions supplémentaires minuscules, alors vous ne pouvez pas y accéder, vous êtes confiné dans une partie de l'espace total, et tout se passe pour vous à l'échelle macroscopique, comme si ces dimensions n'existaient pas. Et pensez à un cylindre, ou un cheveu, tiens voilà, un cheveu c'est un cylindre. Voyez, quand vous regardez un cheveu comme ça, de loin, vous voyez une ligne, c'est unidimensionnel. Mais si vous zoomez de très très près, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est pas vraiment une ligne, c'est un cylindre. Et que donc, il y a une deuxième dimension, mais qui est enroulée comme ça. Mais il faut regarder de très très près le cheveu pour s'en rendre compte.
Eh bien, c'est ce qui se passe avec la théorie des cordes. On va considérer que, vu de loin, c'est-à-dire à l'échelle humaine et même à l'échelle des accélérateurs de particules, nous vivons dans un monde effectif à 3 dimensions d'espace et à 1 de temps, mais que le monde réel comporte de nombreuses autres dimensions d'espace qui nous sont simplement inaccessibles eu égard à l'incapacité dans laquelle nous sommes d'accéder à ces échelles subatomiques. C'est possible. C'est un échappatoire en quelque sorte, mais c'est possible et la théorie mathématique des variétés de Calabi-Yau connaît très bien la topologie, pourrait-on dire, de ces espaces émanant de la compactification des dimensions supplémentaires. Deuxième prédiction de la théorie des cordes, il faut de la supersymétrie. Je vous ai déjà parlé de supersymétrie, rappelez-vous, c'est une très belle théorie. Eh bien, la théorie des cordes ne peut pas s'accompagner, ne peut pas s'accommoder d'un monde dépourvu de supersymétrie. Donc, la théorie des cordes prévoit l'existence de la supersymétrie comme étant une vraie symétrie du réel. Sauf que, au échelle usuelle, on ne la voit pas, puisque je vous rappelle que la supersymétrie prédit qu'à chaque particule de type force, il y a un partenaire de type matière, et qu'à chaque particule de type matière, il y a un partenaire de type force. Ça, on ne le voit pas, il n'y a pas de partenaire force à l'électron. Bon. Le grand accélérateur LHC du CERN a tenté de rechercher cette supersymétrie à plus haute énergie. Et à ce jour, il ne l'a pas trouvée. Donc, à ce stade, ce n'est pas définitif, mais à ce stade, la supersymétrie est exclue. Donc, la théorie des cordes. Donc, elle est à nouveau falsifiée. Non. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Pourquoi? Parce que la théorie des cordes ne requiert stricto sensu la supersymétrie qu'à très haute énergie, à l'échelle de Planck. Or, il est tout à fait possible que le monde soit supersymétrique à très haute énergie, que par les mécanismes que je vous ai précédemment exposés, cette supersymétrie soit spontanément brisée, et que le monde effectif à basse énergie dans lequel nous vivons n'exhibe plus cette propriété fondamentale. C'est peut-être un échappatoire, mais c'est possible. Troisième prédiction. La théorie des cordes veut une constante cosmologique négative. Dans les équations d'Einstein, qui relient la géométrie et le contenu, il y a un autre terme qu'on appelle la constante cosmologique. Cette constante cosmologique n'est pas un ajout ad hoc, comme on le dit parfois, elle est tout à fait constitutive du cœur dur de la théorie. C'est un nombre réel. Comme vous le savez, un nombre réel ne peut être que positif ou négatif. La théorie des cordes avait très clairement prédit que la constante cosmologique doit être négative. C'est ce qu'on appelle une structure d'espace antideucitaire. Or, il se trouve qu'il y a 20 ans, nous avons mesuré que le monde réel, il y avait une chance sur deux, est constitué d'une constante cosmologique positive. À nouveau, la théorie des cordes est falsifiée. Edward Wheaton, l'un des principaux théoriciens des cordes, médaille Fields de mathématiques, déclare qu'il ne voit pas comment la théorie des cordes pourrait être compatible avec une constante cosmologique positive. C'était sans compter sur le génie humain, et en particulier des théoriciens des cordes. Je crois que c'est le groupe de Stanford, de Renata Kalosh, qui comprend que finalement, en redéfinissant un peu la théorie, en comprenant les points d'attachement des cordes, les membranes comme étant d'autres objets dynamiques fondamentaux et en les enroulant d'une manière adaptée, il est en fait possible, en principe, de faire de la théorie des cordes avec un espace deuticitaire, c'est-à-dire avec une constante cosmologique positive telle que celle que nous observons. Échappatoire? Peut-être, mais c'est possible. Quatrième prédiction, la théorie des cordes s'attend à ce qu'il existe des non-gaussianités dans le rayonnement fossile. Alors, le rayonnement fossile, vous vous souvenez, c'est cette lumière relique du Big Bang. C'est, si vous voulez, la première lumière de l'univers. C'est la photographie du cosmos dans sa première jeunesse. Bien. On peut faire de la statistique à partir de ce qui est observé, et peut-être savez-vous que beaucoup de phénomènes autour de nous
ont des statistiques de type gaussienne, ce qu'on appelle aussi parfois des lois normales. En fait, il y a une raison très profonde à ça, le théorème central limite de physique statistique, qui montre que dès lors qu'on ajoute un grand nombre de variables indépendantes, la statistique résultante est toujours gaussienne. C'est un théorème magique quand on y pense. Moi, je trouve que c'est un des plus beaux théorèmes de tous les mathématiques, mais peu importe. Bon, il se trouve que la théorie des cordes prédit que certaines statistiques observées dans le rayonnement cosmologique fossile doivent être non gaussiennes. Et la raison à cela, c'est qu'en théorie des cordes, vous attendez à avoir beaucoup de champs physiques différents, ce qu'on appelle les modules, qui viennent de la compactification des dimensions supplémentaires. Et quand on fait de l'inflation avec beaucoup de champs physiques différents, on doit faire des statistiques non gaussiennes. Hélas, le satellite Planck a mesuré ces choses-là et a trouvé qu'aux incertitudes de mesure près, la statistique était parfaitement gaussienne. La théorie des cordes est à nouveau falsifiée. Pas forcément. Parce qu'on peut supposer que parmi tous ces champs, l'un d'eux domine, que les autres sont sous-dominants et que par conséquent, aux incertitudes expérimentales près, on ne verra pas ces non-gaussianités. C'est un échappatoire? Peut-être, mais ça marche. Cette longue digression, d'abord pour vous expliquer un peu ce qu'est la théorie des cordes, mais surtout pour vous montrer que la vision naïve, qui voudrait que le critère de falsifiabilité de Popper s'applique aisément, est fausse. La théorie des cordes aurait été de multiples fois falsifiée. Sauf que l'élégance ou la cohérence mathématique de la théorie est telle que les praticiens du domaine ont considéré qu'il était préférable d'infléchir la théorie ou de revoir notre image du réel plutôt que de la considérer falsifiée. Et on n'a pas le fin mot de cette histoire. On saura sans doute un jour, je ne sais pas, dans 50 ans, on se dira soit que ce sont des fous furieux qui nous ont envoyés dans le mur en dépit de l'évidence, soit que ce sont des génies exceptionnels qui ont réussi à trouver la voie par une sorte de foi mathématique en dépit des difficultés expérimentales et observationnelles. On ne connaît pas la conclusion de cette affaire. Mais le fait est qu'une observation qui contredit une théorie, puisque c'est ça l'idée de Popper, ou plus exactement de l'interprétation appauvrie de Popper. Vous avez une théorie qui marche tout le temps, il suffit qu'une seule expérience la contredise, un peu à la manière d'un contre-exemple en mathématiques, pour que la théorie soit à rejeter. Oui, ça c'est bien beau en principe, mais c'est faux en pratique. Par exemple, la relativité générale d'Einstein, qui est le parangon d'une théorie réussie, n'explique pas les courbes de rotation des galaxies. Et pour en rendre compte, on a inventé la matière noire. Et on a toutes les raisons de croire que cette matière noire est bel et bien réelle, et qu'il était légitime de le faire. Donc, soyez fins, c'est le leitmotiv de ce cours. Il y a quelque chose d'intéressant dans le déplacement poppérien. Mais n'ayez surtout pas l'impression que c'est un critère définitif qui est à appliquer de façon tranchée. Ça ne s'est jamais, en réalité, passé comme ça. D'ailleurs, j'ose une nouvelle idée subversive. Je crois que la physique, c'est une construction très baroque, en réalité. Moi, j'aime beaucoup l'art baroque, donc c'est pas du tout une critique. Mais il me semble qu'en fait, on a exploré qu'un très petit nombre de pistes. D'abord, il n'y a pas beaucoup de gens, vous savez, qui travaillent. Moi, je suis membre du comité national du CNRS, on fait les recrutements des chercheurs. C'est un travail extrêmement difficile. On voit défiler dans ma section typiquement entre 200 et 250 candidats extrêmement forts, qui ont tous un doctorat, 3 ans de postdoc, 4 lettres de recommandation, 25 articles, un prix Nobel qui les soutient. Enfin, ils sont tous formidables, premiers de la classe toute leur vie. On a 4 à 5 postes, donc c'est une sélection draconienne qui est faite. Voilà. Très très difficile de faire ce métier. Donc il y a peu de gens qui font ce métier. Physique théorique, mais le reste aussi, c'est tout aussi vrai de la biologie moléculaire ou de la philosophie, globalement. C'est dur de faire ça. Et donc on explore de fait, par la population réduite de chercheurs, qu'il y a un petit nombre de pistes. Et j'ai de plus en plus l'intuition que la plupart des idées intéressantes, pas les idées trivialement fausses naturellement, en fait, si on investissait suffisamment d'efforts, c'est-à-dire si on disposait d'une communauté suffisante qui tente d'explorer ces idées, on arriverait très vraisemblablement à construire une image du réel sensé. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent les théories qui meurent
en fait, quand on regarde la réalité de la praxis scientifique, elles ne meurent pas parce qu'elles ont été falsifiées par une expérience. Ça arrive, mais je crois que ce n'est pas le plus fréquent. Le plus fréquent, c'est qu'elles meurent pour des raisons sociologiques. Parce que la communauté se défait, j'ai un exemple en tête, je ne vais pas le nommer explicitement parce que ça serait discourtois, mais d'une branche de physique théorique que je connais bien, qui est en train de mourir parce que le leader était un homme très fort, très intelligent, très puissant, et puis qu'avec son départ en retraite, finalement, la communauté se disloque. Et je pense qu'on entendra peu parler dans les années à venir, non pas parce que l'idée était mauvaise, mais parce que les praticiens doivent survivre. La science est aussi pratiquée par des êtres humains, et en tant qu'êtres humains, ils ne peuvent pas aller sur des voies de garage, ils ne peuvent pas choisir des thèmes d'études qui ne sont pas soutenus par les instances, par la communauté, par les conférences, par les publications. Et donc, je crois finalement que nous sous-estimons assez drastiquement, mais c'est une intuition, je ne peux pas le montrer, la diversité en réalité du réel scientifique.